Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quels furent les rôles des milices Interahamwe du MRND et Impuzamugambi de la Coalition pour la défense de la République, CDR. Sur tout le territoire national, la mobilisation au génocide contre les Tutsis a ciblé le recours aux jeunes qui ont été enrôlés dans des mouvements paramilitaires des partis politiques MRND et CDR avec des noms connus qu'ils s'étaient donnés Interahamwe, ceux qui agissent ensemble du MRND, et Impuzamugambi, ceux qui poursuivent le même objectif, appartenant à la CDR. Ils ont été recrutés dans une jeunesse mal scolarisée, débousselée et manipulable à coups d'argent, de bière et de chanvre, mais aussi parmi les réservistes de l'armée et de la gendarmerie. Ces cohortes miliciennes recevaient une formation militaire accélérée et un encadrement idéologique de haine anti-Tutsi à hauteur de 200 à 500 hommes par préfecture. Ils s'entraînaient au maniement du fusil et de la grenade et les armes à feu inondaient les villes et les campagnes, accompagnés de machettes neuves début 1994. À titre d'exemple, le 2 février 1994, le major Hock du service général de renseignement et de la sécurité belge a établi un rapport de 13 pages qu'il a remis à divers responsables supérieurs belges, notamment le général Mertens de la maison militaire du roi et le chef de cabinet du ministre de la Défense, dans lequel il détaillait toute la mécanique des milices Interahamwe. Ce document de renseignement belge donne des éléments sur le plan qu'avaient les Interahamwe pour lancer l'exécution du génocide contre les Tutsis, qui consistait en différentes stratégies. D'abord, lancer des attaques contre les soldats belges de la Minoire pour les inciter à se retirer de la Minoire en vue de l'affaiblir. Ensuite, s'attaquer aux Tutsis et aux membres des partis d'opposition. Le document a précisé que les Interahamwe avaient toutes les capacités de mener à terme ce plan, car ils étaient armés et bénéficiaient du soutien des membres de l'armée rwandaise, de la gendarmerie et surtout de la garde présidentielle de Habyarimana. Dans ce podcast, nous allons démontrer comment la milice Interahamwe était une institution soigneusement organisée, tant au niveau national que local, à travers tout le pays. La direction des Interahamwe au niveau national d'abord se présentait de manière suivante. Robert Kajuga, président. Phineas Ruhumuriza, premier vice-président. Georges Rutaganda, deuxième vice-président. Eugène Mbarushimana, secrétaire général. Dieudonné Niyitegeka, trésorier général. Emmanuel Mwarimu, secrétaire permanent. Ça, c'était l'équipe du comité général ou comité principal de la milice Interahamwe au niveau national. Il y avait aussi les conseillers, dont les noms sont les suivants. Bernard Maniragaba, qui était conseiller chargé des affaires sociales et juridiques. Joseph Serugendo, chargé de la recherche et développement. Jean-Pierre Sebanetsi, chargé de la politique et de la propagande. Ephraim Nyezabera, chargé de l'économie et des finances. Jean-Marie Vianney Mudahinyuka, surnommé Zouzou, chargé du suivi et évaluation. Et Alphonse Kalimba, chargé des affaires étrangères et archives. La direction de la milice Interahamwe dans la ville de Kigali était aussi très organisée et dotée d'organes spécifiques qui avaient différentes responsabilités pour appuyer le comité directeur et propager son idéologie. Le comité de la milice Interahamwe de la ville de Kigali était dirigé par
Aboubakar Turatsinze, très connu sous le pseudonyme de Jean-Pierre. C'est lui qui en fait a donné l'information à Dallaire en janvier 1994. Il était secondé par Séraphin Twahirwa, qui était premier vice-président, Aloys Ngirabatware, deuxième vice-président, et puis Mike Uwizeye était le secrétaire et travaillait au programme des Nations Unies pour le développement. Muhozi était le trésorier. On dit qu'il était le cousin du président Habyarimana, mais cela reste à vérifier. Il gérait le bistrot Tam Tam à Nyamirambo. Valérie Bemeriki, célèbre animatrice des émissions incendiaires d'incitation à la haine à la RTLM, était membre du comité directeur des Interahamwe au niveau national et faisait partie du comité de la préfecture de Butare. Elle a expliqué que Turatsinze était un ami intime de Mathieu Ngirumpatse. Il lui avait offert une voiture Suzuki Samurai qu'il utilisait pour propager l'idéologie du génocide et le recrutement. Le carburant qu'il utilisait était fourni par le secrétaire général du MRND, comme à tous les responsables de la milice. Mathieu Ngirumpatse a aidé Turatsinze à obtenir un crédit à la Banque commerciale du Rwanda qu'il n'a jamais remboursé. L'octroi de ce crédit a été facilité par Ephrem Nyezabera et Claver Mvuyekure, son directeur général. Les dettes étaient originaires de Gisenyi et étaient des cadres, bien sûr, à la Banque commerciale du Rwanda. Turatsinze, en collaboration avec un certain Paulin, petit frère d'Aloys Ngirabatware et de Sebatware, le chef des Interahamwe, qui assurait la protection des autorités supérieures du MRND, sont parmi ceux qui étaient chargés de distribution d'armes dans tout le pays. Nous l'avons dit, c'est Turatsinze qui, en janvier 1994, a révélé au général Dallaire que les Interahamwe possédaient de nombreuses caches d'armes dans Kigali et qu'ils étaient prêts à massacrer les Tutsis à tel point qu'ils étaient capables d'en tuer 1000 toutes les 20 minutes. Dallaire a transmis cette information à l'ONU en demandant l'autorisation de fouiller et saisir les dites armes. Mais il n'a pas eu l'autorisation du département des opérations de maintien de la paix, dirigé alors par Kofi Annan. Ce comité restreint préparait et supervisait toutes les actions des Interahamwe et assurait aussi la coordination de ces branches dans la ville de Kigali. L'organigramme des Interahamwe comportait plusieurs sections ci-après. La section des renseignements, qui était dirigée par un certain Gaparata, qui habitait à Kimichanga et était réserviste de l'armée. Valérie Bemeriki témoigne que cette section était chargée d'infiltrer les partis d'opposition pour se renseigner sur leurs activités et leurs plans d'action. Cette section de renseignement suivait en particulier de près les partis considérés comme ceux des Tutsis, tels que le PR, et cherchait à les déstabiliser. Elle était aussi chargée de surveiller le fonctionnement et le comportement des Tutsis membres du MRND, qui étaient qualifiés d'Ibitso, complices, ayant infiltré le MRND. Partout se tenait une manifestation de la milice Interahamwe. La section des renseignements devait s'y rendre préalablement afin d'assurer leur déroulement. La mission de cette section était aussi d'identifier les lieux de résidence des Tutsis, surveiller leur vie quotidienne et leur comportement. Elle devait les infiltrer pour connaître les objectifs du FPR. C'est la raison pour laquelle certains Tutsis n'ont pas compris comment certains Hutus avec qui ils vivaient de manière conviviale avaient changé subitement de comportement au moment du génocide jusqu'à tuer massivement ceux qui étaient supposés être leurs amis. En réalité, un certain nombre d'entre eux faisaient partie de la section de renseignement. Valérie Bemeriki l'a confirmé.
La section d'intervention avait à sa tête Aloys Ngirabatware qui commandait par ailleurs les Interahamwe de Giporoso nommé Inyange. Ngirabatware Aloys travaillait dans un établissement public rwandais d'assurance, la Sonarwa. La mission des membres de cette milice était de prêter main forte à leurs collègues partout où ils rencontraient des problèmes et de porter secours à tout militant du MRND. C'est ainsi qu'ils lançaient des attaques là où les miliciens Interahamwe étaient agressés par les membres des autres partis. Le principe de cette section était que si un Interahamwe était tué, il fallait le venger en tuant au moins 10 Tutsis. Cette section était essentiellement composée par des réservistes de l'armée. Ils avaient été entraînés aux techniques d'assassinat par les forces armées rwandaises, aidés par des militaires français dans les camps militaires de Gabiro, Gako et Mukamira. La section de mobilisation et de recrutement était dirigée par André Nzabanterura, qui habitait à Kimihurura. Il était assisté par Séraphin Twahirwa, agent du ministère des Travaux publics et de l'équipement. Il habitait à Gikondo, près des locaux de la Société de transport internationaux au Rwanda. Et signalons que Twahirwa vient d'être condamné à perpétuité pour génocide par la Cour d'assises de Bruxelles en 2023. Les attributions de cette section étaient de faire la propagande de l'idéologie du MRND et des Interahamwe, et en particulier de recruter des jeunes intrépides partout dans le pays. Parmi les recrues, on sélectionnait les plus robustes et les plus extrémistes qui montraient une haine viscérale à l'encontre des Tutsis. Ils recevaient des entraînements aux techniques de meurtre et de maniement des armes destinés à être employés pour commettre des assassinats et autres actes de violence. La section était en outre chargée de préparer les messages, les manifestations et les meetings de mobilisation de la jeunesse pour qu'elle adhère au MRND et s'engage dans la milice Interahamwe. Toutes ces sections étaient supervisées par le comité des miliciens Interahamwe au niveau national, présidé par Robert Kajuga et ses commissaires. La section de l'information est la quatrième section qui composait ce comité. Elle était dirigée par Claude Nshimiye, qui habitait à Kakiru et travaillait à la Caisse sociale du Rwanda. La section était chargée de collecter au quotidien toutes les informations sur les activités politiques qui se déroulaient dans la ville de Kigali en collaboration avec la section de renseignement. Les membres de cette section travaillaient également en concertation avec les Interahamwe ayant infiltré les autres partis politiques. Les informations recueillies étaient ensuite reproduites dans les médias du MRND et ceux qui étaient proches du pouvoir pour propager l'idéologie du Hutu Power, et des journaux comme Interahamwe dirigés par Tatien Hahozayezu, Diambere et autres les diffusaient. Les informations de cette section devaient insister sur la mobilisation des Hutus, sur les soi-disant bienfaits de la révolution de 1959, les droits de la masse majoritaire et la propagande destinée à éveiller les Hutus en leur faisant comprendre que les Tutsis sont les ennemis de la révolution de 1959. La section de l'animation était une autre composante qui était dirigée par Haji Naitabi, qui serait aujourd'hui mort, assisté par Haji Gahungu, qui vivrait actuellement en Suède. Sa mission était celle d'animer toutes les manifestations politiques et les cérémonies du MRND. Elle composait les chansons, les danses et les jeux qui animaient les meetings du parti MRND. Elle créait les styles d'habillement, comme le port des écorces de bananier et autres. Elle inventait aussi des modes de comportement, comme celle de s'attacher avec des cordelettes à l'arrière des véhicules pour se rendre dans les meetings et manifestations. Toutes ces sections devaient souvent produire des rapports à destination du comité des Interahamwe au niveau national.
Une synthèse était ensuite envoyée au secrétariat général du MRND, dirigé par Mathieu Ngirumpatse. Chaque mercredi de la semaine, les présidents des sections et des comités d'Interahamwe se rencontraient dans une réunion qui se tenait dans l'immeuble de Kabuga à Muhima. La propagande qui était diffusée avait pour objectif de galvaniser les Hutus et les convaincre d'exterminer les voisins Tutsis. Voici maintenant comment était l'organisation des Interahamwe. Chaque secteur, jusqu'au niveau du village, avait un responsable Interahamwe. Ces responsables étaient chargés d'exécuter les décisions prises par le comité directeur et par les différentes sections mentionnées ci-avant. Dans la ville de Kigali, certains d'entre eux étaient dirigés par des personnes suivantes. Dans le secteur de Kimisagara, les attaques des Interahamwe étaient lancées à partir du domicile de Shadrach Bwenge et Rose Karushara, qui était conseillère du secteur Kimisagara, ou de la députée Asteri Mukangwije, grande amie de Mathieu Ngirumpatse. Dans le secteur de Rugenge, c'est Angeline Mukandutiye Sahunkuye, le nom de son mari, qui était inspectrice des écoles primaires de Nyarugenge et présidente des Interahamwe du secteur de Rugenge. Elle était assistée par Odette Nyirabagenzi. Dans le secteur de Gikondo, les Interahamwe étaient dirigés par Séraphin Twahirwa, agent du ministère des Travaux publics et de l'énergie, Minitrap. Nous l'avons déjà dit, Twahirwa a été condamné par la cour d'assises de Bruxelles en décembre 2023 à la prison à perpétuité après avoir été jugé et reconnu coupable de crimes de génocide, dont de nombreux viols. Secteur Remera, Giporoso, les Interahamwe étaient dirigés par Aloys Ngirabatware. Il y avait une milice bien connue du nom d'Inyange. Ngirabatware travaillait à la Société nationale d'assurance rwandaise, la Sonarwa. Il y avait également à Remera une autre milice célèbre qui s'appelait Abazuru. Dans le secteur de Giti Kinyoni, les miliciens Interahamwe étaient dirigés par Joseph Setiba, génocidaire redoutable, aujourd'hui détenu à la prison de Nyarugenge. Secteur de Kabeza, le président des Interahamwe était Enoch Kayondo, alias Phineas Gakumba. Il était originaire de Nkuri, secteur Rwankeri. Il a participé au génocide à Kigali et à Nkuri et Mukingo dans la préfecture de Ruhengeri. Il a notamment tué le pasteur Gashashari de Rwankeri, l'enseignant Bukumba, Rudatinya, Gasahani et autres. Il vit actuellement en France. Dans le secteur de Kimichanga, la milice Interahamwe était dirigée par Gaparata. Il pilotait aussi la section de renseignement des Interahamwe. Dans le secteur de Kihafi, les Interahamwe étaient dirigés par Ziragobora, agent également du Minitrap. Dans le secteur de Muhima, les Interahamwe étaient dirigés par Habiyaremye. Dans le secteur de Kimironko, les Interahamwe étaient dirigés par Hajabakiga, qui travaillait également au ministère des Travaux publics. Dans le secteur de Kicukiro, à Zenia, les Interahamwe étaient dirigés par un certain Bufaro. Dans le secteur de Nyamirambo, la milice Interahamwe était dirigée par deux musulmans, Haji Ndaitabi et Haji Gahungu. Dans le secteur de Nyakabanda, les Interahamwe étaient dirigés par Sukari, actuellement détenu à la prison de Nyarugenge, inculpé et condamné pour génocide. Dans le secteur de Kimihurura, les Interahamwe étaient dirigés par André Nzabanterura, qui était commerçant. Il transportait dans son véhicule des Interahamwe vers différents lieux où il devait commettre des exactions. Il a été jugé et détenu au Rwanda pour génocide. Dans le secteur de Gitega, la milice Interahamwe y était dirigée par un certain Pekos. Et dans le secteur de Gatsata, les Interahamwe étaient dirigés par Epimachu Izeye. Au quartier commercial de Kigali, les Interahamwe étaient dirigés par Jean Habyarimana, condamné pour génocide et détenu à Kigali. Dans le secteur de Shyorongi, la milice était dirigée par Asumani Kavura, qui a succédé à Paul Karasira, qui était décédé. Sur tout le territoire national, les entraînements et l'armement des Interahamwe étaient assurés à travers le programme appelé Autodéfense civile
initié par le président Habyarimana en 1991. La décision a été prise de nommer des personnes qui devaient coordonner dans le pays les distributions d'armes et l'entraînement des tueurs en collaboration avec les préfets et les bourgmestres. Au niveau national, l'autodéfense civile a été confiée au colonel Athanase Gasake et avait des collaborateurs dans les préfectures. Dans la ville de Kigali, l'autodéfense civile était dirigée par le commandant Patrice Bivanvagara en collaboration avec le préfet de Kigali, le colonel Tarsis Renzaho. Préfecture de Kibungo, c'était le colonel Pierre Célestin Rwagafirita, Kigali Ngari, Major Stanislas Kinyoni, Cyangugu, colonel Claudien Singirankabo, Gitarama, Major Jean Damascene Ukurikiyeyezu, Butare, colonel Alphonse Nteziryayo, Gikongoro, colonel Aloys Simba, Kibuye, Major Jean-Baptiste Jabo. Dans la préfecture de Byumba, Gisenyi Ruhengeri, le programme d'autodéfense civile était dirigé par les commandants militaires dans ces préfectures, à savoir le colonel Juvenal Bagufite à Byumba, le colonel Anatole Nsengiyumva à Gisenyi et le colonel Augustin Bizimungu à Ruhengeri, lequel a été ensuite remplacé par le colonel Marcel Bivugabagabo en avril 1994, lorsque Bizimungu a été nommé chef d'état-major en remplacement du colonel Marcel Gatsinzi destitué. En appui de ces responsables militaires, le pouvoir a également nommé des ministres dans les préfectures d'origine pour coordonner les activités des milices Interahamwe en collaboration avec les chefs de l'autodéfense civile et les préfets. Ces ministres ont été très actifs au cours depuis la mi-avril jusqu'à juillet 1994. Il s'agit notamment de Pauline Nyiramasuko à Butare, Augustin Ngirabatware à Gisenyi, Joseph Nzirorera et Dr Kazimiri Bizimungu à Ruhengeri, Kalise Nzabonimana à Gitarama, Justin Mugenzi et Prosper Mugiraneza à Kibungo, André Ntagirura à Cyangugu, et 4 ministres de la préfecture de Kibuye, dont ils étaient originaires, à savoir Agnès Ntamabyariro, Emmanuel Ndindabahizi, Eliezer Niyitegeka et Edouard Karemera. Plusieurs ministres ont été condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour l'erreur dans le soutien aux Interahamwe, y compris en étant reconnu coupable du crime d'entente en vue de commettre le génocide. Il en est ainsi de l'ancien ministre de l'Information, Eliezer Niyitegeka, pour qui le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, a établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé avait participé à des réunions préparant l'extermination des Tutsis et avait pris la parole pour débattre de la mise à mort des Tutsis présents à Bisesero, pour planifier des attaques contre les Tutsis de Bisesero. Il a également promis et distribué des armes destinées à être utilisées dans des attaques dirigées contre les Tutsis. Ces agissements, qui ne laissent aucun doute sur l'intention de détruire le groupe, ont conduit la Chambre du TPIR à reconnaître sa responsabilité pénale individuelle pour le crime d'entente en vue de commettre le génocide. Eliezer Niyitegeka a été condamné à la prison à vie. Il est mort en détention dans la prison de Loni au Mali le 28 mars 2018 en purgeant sa peine. Il importe d'informer le public que l'idée de mettre en place des unités de milices a été soumise au président Habyarimana par son conseiller militaire français, le lieutenant-colonel Gilbert Canova, dans une note qu'il lui a faite le 30 avril 1991, qui lui conseillait de mettre en place des unités de civils entraînés et armés pour aider l'armée rwandaise à contrôler les zones du Mutara. C'est cette idée qui a été étendue dans tout le pays pour donner naissance aux miliciens Interahamwe de sinistre mémoire. Dès la fin de l'année 1992 jusqu'à 1994, les milices Interahamwe du MRND et Impuzamugambi de la CDR ont reçu en permanence des entraînements militaires. Les équipes se succédaient dans certains cas militaires ou d'autres sites minutieusement choisis. Ainsi, en 1993, 425 Interahamwe ont reçu des entraînements
dans le camp militaire d'Ogako, dans le Bugesera. 300 interahamwe impuzamugambi et la milice Paripehutu du Burundi se sont entraînés dans la vallée de Nyandungu à Kigali, qui était un centre d'entraînement des paracommandos du camp militaire de Kanombe. Les entraînements étaient dispensés quotidiennement par les paracommandos venus de ce camp militaire entre minuit jusqu'à 4 heures du matin. Des entraînements militaires de même nature ont été dispensés par les militaires du camp de Bigogwe dans la forêt de Gishwati, ainsi que dans les camps de Gabiro et de Mukamira et au campus universitaire de Nyakinama. À Gako, Gabiro, Bigogwe, Mukamira et Nyakinama, les entraînements étaient conjointement encadrés par des militaires rwandais et français du détachement d'assistance militaire et d'instruction d'AMI. Après ces entraînements, les miliciens Interahamwe étaient déployés partout dans le pays sous la supervision des bourgmestres. Dans le camp de Gabiro, les entraînements des Interahamwe étaient supervisés par le capitaine ingénieur Faustin Hirikina et le major Vincent Rwabukwisi. Ces deux militaires officiers ont joué un rôle pendant le génocide, un rôle prépondérant. Actuellement, Faustin Hirikina vit en France, pays dont il a acquis la nationalité. Il fut l'un des témoins accusateurs du juge Bruguière contre des autorités rwandaises. En 1992, parmi les Interahamwe qui se sont entraînés à Gabiro, certains provenaient de la commune Muvumba, préfecture de Byumba, comme Emmanuel Mumvaneza, Elias Nkurunziza qui était conseiller du secteur Karama, Sylvestre Munyandinda qui était moniteur agricole et Jean Damascène Kaburame. En 1993, l'équipe de Jean-Baptiste Dushimimana de Kigali à Gatenga, composée également de Hassan Nsabimana, Marine Murindankiko, Jean Damascène Ngarambe et autres, ont été transportés dans un autobus d'Ornatracom pour s'entraîner dans le camp militaire de Gabiro. Emmanuel Ndindabahizi est l'un des militaires qui les a entraînés. Il s'est entretenu avec la commission d'enquête sur le rôle de la France, appelée Commission Mukyo, qui a enquêté sur le rôle de la France dans le génocide. Ndindabahizi a révélé que ces Interahamwe s'entraînaient à tirer, mais qu'ils s'entraînaient surtout aux techniques permettant de tuer rapidement beaucoup de gens en un laps de temps très court avec des armes traditionnelles. Joseph Setiba, chef des Interahamwe dans la commune de Shyorongi, qui s'est entraîné à Gabiro en 1992, a indiqué à la commission Mukyo qu'entre 600 et 700 Interahamwe s'étaient entraînés à cette époque. Au campus de Nyakinama, les milices Interahamwe s'entraînaient avec les nouvelles recrues de l'armée rwandaise. Les miliciens étaient en tenue civile, ce qui permettait de les distinguer des militaires. La commission Mukyo a appris, grâce au témoignage du colonel Martin Damaye, un ex-forces armées rwandaises, que ces entraînements étaient dispensés par des militaires français, commandés par le colonel Jacques Chollet. Les autres témoins ayant affirmé les faits sont des anciens étudiants de ce campus, notamment Élisée Bisengimana, qui fut député, Gérard Ndabakenga, Simugomwa Fidèle, etc. Des entraînements ont été régulièrement dispensés dans le camp militaire d'Ogako dès 1992. Certains Interahamwe qui s'y sont entraînés en compagnie des militaires ont été déployés dans le Bugesera pour commettre les massacres en mars 1992. Pierre-Célestin Seromba a expliqué à la commission Mukyo qu'il avait vu des miliciens Interahamwe s'entraîner à Gako en février 1992, ce qui a été confirmé par d'autres témoins dont Jean-Claude Murejuru et Bernard Munyaneza. Le sous-lieutenant Jean Dodier Tuyisenge, un ex-agent du service de renseignement militaire rwandais, a indiqué à la commission Mukyo qu'il faisait partie des militaires qui entraînaient les Interahamwe à Gako.
Ce type de formation militaire était dispensé non seulement dans les camps militaires précités, mais aussi sur d'autres endroits du territoire, notamment dans la forêt de Nyungwe, sur les terrains des usines AT de Chagasha et Gisakura, se situant dans la préfecture de Cyangugu, Mata et Kitabi, située dans la préfecture de Gisenyi, l'usine de Gisovu, située en préfecture de Kibuye, et Tsinda en préfecture de Gisenyi, ainsi qu'à la cimenterie de Mahyuza en préfecture de Cyangugu, district de Rusizi. Une milice très efficace d'Interahamwe, appelée Turihose, c'est-à-dire nous sommes partout, s'est entraînée à Mukamira et à Bigogwe. Cette milice s'était déployée essentiellement dans les préfectures de Gisenyi et Ruhengeri. Ses membres, choisis parmi les jeunes Hutus, recevaient des entraînements militaires de haut niveau pour commettre des meurtres à grande échelle et en un temps réduit. Ils s'entraînaient au maniement des cordolettes et des couteaux avec lesquels ils pouvaient étrangler ou tuer rapidement. Après leur formation, ils rentraient chez eux pour entraîner à leur tour les Interahamwe qui étaient restés sur leur colline. Par exemple, les Interahamwe originaires de la commune de Kayove ont à leur tour entraîné d'autres jeunes au stade municipal de Bugabo. Les bourgmestres avaient la responsabilité de bien recruter les Interahamwe destinés à recevoir les entraînements en veillant scrupuleusement à sélectionner les Hutus dont ils étaient sûrs de leur identité ethnique. Ces témoignages ont été délivrés par les Interahamwe entraînés à Mukamira et Bigogwe, notamment Oros Nisengwe, Jean Damascene Muhimana, Twayibu Nsekanabo, Juma Mbarushimana et Emmanuel Nshogozabahizi. Le sous-lieutenant Jean-Paul Nturanyenabo, qui fut des instructeurs militaires des Interahamwe dans le camp militaire de Bigogwe et qui a agi avec les Français, a témoigné devant la commission Mutio sur la nature des entraînements dispensés à la milice Turihose, des entraînements spécialisés. Lui et les autres témoins ont affirmé que, depuis 1993, de nombreux miliciens Interahamwe recevaient des entraînements militaires intenses sur les techniques létales de haut niveau et ils se passaient dans les camps de Mukamira et Bigogwe. Les autres centres d'entraînement de cette milice étaient basés dans la forêt de Gishwati ainsi qu'à Rusumo, Nasho, Obugarama et Cyangugu et ailleurs. Ces entraînements ont coïncidé avec l'achat massif de machettes distribuées à la population en proximité, en priorité aux Interahamwe. Ainsi, à mars 1994, le pouvoir avait distribué 580 000 machettes dans tout le pays, ce qui représentait le double de toutes les machettes achetées dans le pays en 1992. Après le génocide commis contre les Tutsis et la défaite du gouvernement génocidaire qu'il a préparé et son armée, les initiateurs du génocide et les Interahamwe Mpuzamugambi également ont fui le pays. Voyons ce qu'ils sont devenus après leur fuite. Le président du MRND au niveau national, Mathieu Ngirumpatse, il s'est réfugié au Mali où il a été arrêté par le TPIR le 17 juillet 1998. Edouard Karemera s'est exilé au Togo et a été arrêté par le TPIR le 5 juillet 1998. Les deux ont été condamnés à perpétuité le 21 décembre 2011, peine confirmée en appel. Ils ont été reconnus coupables du crime de génocide à cause de leurs actes et du fait qu'ils dirigeaient les Interahamwe. Le TPIR a retenu qu'ils leur donnaient des instructions et ils ont été condamnés pour une longue liste de graves crimes commis à travers le Rwanda entre avril et juillet 1994 par les Interahamwe. Le tribunal a conclu que Ngirumpatse et Karemera faisaient partie d'une association criminelle Interahamwe avec mission l'extermination de la population Tutsi du Rwanda. Ils ont été reconnus coupables non seulement de leurs propres actes criminels, mais aussi ceux d'autres personnes qui agissaient au nom de l'association du groupe Interahamwe.
Les juges du TPIR ont aussi déclaré que Karemera et Ngirumpatse sont responsables des viols et de la violence sexuelle commis par des Interahamwe contre les femmes et filles Tutsi, considérant cette violence comme directement dérivée de leur entreprise criminelle. De plus, les juges ont déclaré ces deux accusés coupables de crimes commis par le personnel administratif des ministères contrôlés par le MRND. Il s'agit ici de sanctions exemplaires relevant de la qualité de supérieur hiérarchique. Le troisième accusé dans ce procès, Joseph Nzirorera, ancien secrétaire général du MRND, qui s'était exilé au Bénin où il a été arrêté par le TPIR le 5 juin 1998, est décédé le 1er juillet 2010 avant la fin de son procès. Nzirorera était poursuivi pour assassinat de nombreux Tutsis, particulièrement dans sa région natale de Mukingo, dans la préfecture de Ruhengeri. Les membres du comité directeur des Interahamwe au niveau national ont connu différents sorts. Certains ont eu des chances exceptionnelles, d'autres sont morts dans la misère et dans le désarroi. Robert Géry Kajuga, président des Interahamwe au niveau national, originaire de Kibungo, il est mort du sida à Kinshasa. Son vice-président des Interahamwe, Phineas Ruhumuriza, qui était commerçant, originaire de Gitarama, et qui avait été militaire des ex-forces armées rwandaises avec le grade de caporal, il s'est réfugié au Kenya, où il a collaboré avec des enquêteurs du TPIR, moyennant paiement, en les aidant à rassembler des informations sur les suspects. Le TPIR l'a installé en Côte d'Ivoire pour l'éloigner de la région des Grands Lacs. Il y est décédé dans l'anonymat. Un autre vice-président, Georges Rutaganda, ingénieur agronome de l'Université nationale du Rwanda et fils d'Esdras Mamo, qui fut longtemps préfet et bourgmestre de la commune Massango, sa commune d'origine, s'est exilé en Zambie où il a été arrêté par le TPIR en 1995. Il a été condamné à perpétuité en décembre 1999, peine confirmée en appel le 26 mai 2003. Il a été reconnu coupable du crime de génocide qu'il a commis à Kigali au cours de plusieurs expéditions qu'il dirigeait, en particulier celle ayant conduit au massacre des Tutsis réfugiés à l'école technique officielle de Kicukiro et sur la colline de Nyanza. Le TPIR l'a en outre reconnu coupable d'avoir tué à coups de machette les nommés Emmanuel Kayitare Tutsi au temple Hindu Mandari de Gakinjiro. En juillet 2009, Georges Rutaganda a été transféré au Bénin pour y purger sa peine. Il est décédé du sida le 11 octobre 2010. Le secrétaire général des Interahamwe, Eugène Mbarushimana, originaire de Gisenyi et gendre de Félicien Kabuga, travaillait pour la société rwandaise Shillington à Kigali. Avec Kabuga, Eugène Mbarushimana a acheté entre août et décembre 1993 1600 machettes à Rwandex. Elles étaient destinées à être distribuées aux Interahamwe. Pendant le génocide contre les Tutsis, Mbarushimana faisait partie du contingent qui a été évacué par les Français le 12 avril 1994. Lors de son exil, les enquêteurs du TPIR ont essayé vainement de travailler avec lui. Il n'a pas été poursuivi par le TPIR, faute de preuves suffisantes, a-t-on dit, pour constituer un acte d'accusation. Dieudonné Niyitegeka, il était originaire de Butare et trésorier national des Interahamwe. Il figure parmi les génocidaires de première catégorie qui ont eu de la chance après le génocide. Il a coopéré étroitement avec les inspecteurs du TPIR afin de collecter des informations sur des dossiers sensibles, surtout ceux des hauts responsables du MRND. Il a ainsi collaboré avec le TPIR lors d'une opération dénommée Naki à Nairobi en juillet 1997 qui visait l'arrestation de Jean Kambanda, premier ministre du gouvernement génocidaire, et de ses co-accusés. Il a aussi aidé les inspecteurs et enquêteurs du TPIR à identifier les résidences des personnes recherchées à Nairobi. Il n'a évidemment pas coopéré gratuitement avec le tribunal. Il a exigé et obtenu 3 principales conditions suivantes. Primo, ne pas être poursuivi par le tribunal pénal international pour Rwanda.
Secundo, être assisté pour son exil avec sa famille à l'extérieur et l'installer à l'extérieur de l'Afrique. Tertio, être rémunéré pour les informations qu'il fournissait au tribunal. Et selon les informations dont nous disposons, il aurait obtenu $30,000 à cet effet. Toutes ces exigences de Niyitegeka ont été satisfaites. Il a été exilé au Canada et la procureure du TPIR, Louise Arbour, l'a aidé. Il a signé les accords de sa protection avec le gouvernement canadien. Ces accords lui garantissaient de changer de nom, lui garantissaient la dissimulation de son lieu de résidence, la protection de sa famille, etc. En outre, ces accords prévoyaient que si le procureur du TPIR avait besoin de le rencontrer, il demanderait l'autorisation au service de sécurité du Canada de façon à ce que Niyitegeka en soit avisé à l'avance. Depuis l'acquisition de ce statut au Canada, Niyitegeka n'a plus coopéré avec le TPIR. Par exemple, lors du procès des médias en 2001, dans lequel comparaissaient Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, Niyitegeka a exigé un engagement de la procureure Louise Arbour de ne pas être poursuivi par le tribunal. Le 5 février 2002, Louise Arbour lui a délivré un acte d'immunité pour le crime de génocide. C'est ainsi que le TPIR a été manipulé par l'un des Interahamwe les plus redoutables qui devrait avoir sa place en prison. Le commissaire des Interahamwe au niveau national, qui était au nombre de 6, rappelez-vous, Bernard Maniragaba, Joseph Serugendo, Jean-Pierre Sebanetsi, Ephraim Nyezabera, Jean-Marie Vianney Mudahinyuka, Alphonse Karimba. Nous disposons d'informations précises quant au sort de 3 de ces 6 commissaires. En effet, Mudahinyuka alias Zuzu est arrivé aux États-Unis en 2004. Il avait falsifié son identité et se faisait appeler Thierry Lugamba. Sur base des mandats d'arrêt émis en 2004 par le bureau du procureur général du Rwanda, il a été arrêté et transféré au Rwanda le 28 juillet 2011. À noter qu'il avait déjà été condamné par contumace à 19 ans d'emprisonnement par juridiction Gacaca. À son arrestation aux États-Unis, Mudahinyuka a amputé le doigt d'un policier en le mordant. Ceci a été l'une des raisons principales de sa détention aux États-Unis avant sa remise au Rwanda. Avant le génocide, Mudahinyuka était commerçant dans la ville de Kigali. Il a été aussi vérificateur des impôts au ministère des Finances. Pendant le génocide, il a organisé une réunion au stade de Nyamirambo, au cours de laquelle il a encouragé les Hutus à exterminer les Tutsis. Mudahinyuka figure notamment parmi les responsables du génocide à Mumena et à Nyakabanda, 2 quartiers populaires de Kigali. L'autre commissaire, Joseph Serugendo, est né en 1953 dans le secteur de Murambi, dans la commune de Satinski, préfecture de Gisenyi. Il a quitté le Rwanda en 1994 et s'est exilé au Zaïre. Il s'est ensuite installé au Gabon. Joseph Serugendo figurait parmi les hauts responsables des Interahamwe. Il a toutefois pu passer 10 ans sans être inquiété par le TPIR, à recueillir des tonnes d'importantes informations sur les responsables et les agents de la RTLM arrêtés par ce même tribunal. Serugendo faisait également partie du conseil d'administration de la RTLM, nous l'avons dit, dont il était le directeur technique, fonction qu'il exerçait conjointement avec celle de journaliste technique à Radio Rwanda. Il a été arrêté au Gabon le 16 septembre 2005 et remis au TPIR. Il a plaidé coupable, ce qui a allégé sa peine puisqu'il n'a été condamné le 12 juin 2006 qu'à 6 ans d'emprisonnement. Et il est décédé du sida en août 2006. Ephraim Nyezabera était parmi les hauts cadres de la Banque commerciale du Rwanda. Nous l'avons également dit. Il a été arrêté à Bruxelles, en Belgique, en 2004, où il a été condamné. Au cours de son procès, il a avoué qu'il avait armé et donné de l'argent aux Interahamwe dans le but d'exterminer les Tutsis. Il a été condamné, reconnu coupable de génocide à une peine de 30 ans le 1er décembre 2009.
Il est décédé en mai 2011 des suites d'un cancer. Les autres commissaires généraux, Bernard Maniragaba, originaire de Ruhengeri, et Jean-Pierre Sebanetsi, originaire de Gisenyi, ils seraient morts au Congo. Quant à Alphonse Kalimba, nous n'avons aucune information sur son sort. L'histoire retiendra de ces individus qu'ils furent des assassins sans pareil qui ont tué leurs concitoyens Tutsis au nom d'une identité ethnique Hutu que ni eux-mêmes ni leurs victimes n'avaient choisi. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.